Alors, Main. dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous connaissez? La main. Bravo, Alona. La main. Tu me montres ta main, Roya? La main. Ça, c'est la main. La main. On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Nous entrons aujourd'hui dans la classe de Marion, enseignante en dispositif UPE2A à Parthenay, dans le Poitou. J'ai rencontré pour la première fois un élève allophone. J'étais toute jeune enseignante et j'avais donc cet élève syrien qui est arrivé, qui ne maîtrisait pas du tout la langue française dans ma classe et ça m'a complètement déroutée. Je ne savais pas trop comment faire avec cet élève-là et en même temps j'avais très envie de l'aider et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à l'allophonie, à comment enseigner la langue française à ces élèves-là et comment leur enseigner la lecture aussi, sachant qu'ils ne maîtrisent pas le lexique. Enfin, toutes ces choses-là, ce sont des questions qui m'ont guidée jusqu'à ce que un poste spécifique soit créé dans ma circonscription. Et puis, je me suis dit, banco, il faut vraiment que j'obtienne ce poste parce que c'est un poste vraiment très enrichissant. Manos, est-ce que tu connais? Bouche. Très bien, bouche. Dent. Bravo. Dans ce nouvel épisode, Marion, enseignante en dispositif UPE2A, nous ouvre la porte de sa classe à Parthenay, dans le Poitou. Nous allons avec elle parler lexique autour des parties du visage. Bonjour Marion. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans une des écoles que tu visites chaque semaine pour accompagner les élèves allophones de ces écoles. Tu nous dirais qui tu es et aller peut-être pour choisir un élément, est-ce qu'il y a une langue étrangère particulière qui correspondrait à ce que tu es? En fait, je dirais l'espagnol parce que j'ai vécu quelques mois en Espagne et c'est la langue après la langue française que je maîtrise pas parfaitement, mais je me débrouille quoi, disons. Ok, trop bien. Et pour ceux et celles qui ne sont pas habitués à cet acronyme qu'est le UPE2A, est-ce que tu veux bien nous dire ce que c'est? Alors l'UPE2A, c'est une unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés. Qu'est-ce qui te touche particulièrement dans l'accompagnement de ces élèves? C'est leur progrès en fait, parce que je trouve que les progrès sont encore plus importants, enfin en tout cas se voient d'autant plus quand ils arrivent. Là, rien que là, aujourd'hui, quand je revois leur arrivée en septembre, où la communication entre nous était vraiment très difficile. Et aujourd'hui, on arrive à échanger, on se comprend, ils me comprennent, je les comprends, même si ils font pas encore tout à fait des phrases. Ça viendra, mais rien que sur un trimestre, on arrive à évaluer leur progrès et c'est hyper enrichissant, en fait, je trouve. Ça fait avancer. Oui, et puis c'est gratifiant. On voit là où on est utile. Voilà, c'est ça. Chose qui n'est pas forcément simple des fois dans nos classes ordinaires. On se dit, waouh, est-ce que vraiment je l'ai fait avancer, évoluer? Donc là, j'imagine, j'ai l'impression dans ce que tu dis que tu as le retour immédiat en fait. Voilà, c'est ça, exactement. De ce que tu fais. C'est ça. Tu nous présentes ta séance d'aujourd'hui autour du lexique? Alors en fait, je travaille en ce moment les parties du visage et du corps. Roya, est-ce que tu connais d'autres mots? Oreille. C'est quoi l'oreille? Ouais, c'est ça, Roya. Je fais les deux, alors ce qui fait beaucoup de mots à apprendre, mais tout ce lexique-là, on va le réinvestir toute la période. Évidemment, je rajoute un petit peu de vocabulaire aussi. En fait, je travaille de manière spiralaire, quoi. Je travaille le lexique du corps, du visage, et puis dans quelques semaines, je vais intégrer les vêtements.
Et puis, on va travailler tout autour de ça pendant, jusqu'aux vacances. Alors, on avait travaillé, vous vous souvenez? Comment il s'appelle ce livre? Oui, il y a les yeux jaunes. Et j'ai démarré cette séquence-là à partir d'un album qui est très connu dans la littérature jeunesse, qui s'appelle Va-t'en, grand monstre vert. Va-t'en, grand monstre vert. Et je suis partie de cet album-là pour décliner mes séances d'apprentissage autour de ce lexique-là. Et puis, je travaille beaucoup aussi avec des flashcards, donc des petites cartes avec les images. Et derrière, on a le mot de l'image. Et j'aime bien les mettre autour de la table, étaler les cartes au centre et puis essayer de travailler avec eux à partir de ces cartes-là. Donc, soit je leur dis le mot et ils prennent la carte. Donc là, ils sont en réception. Ou soit c'est eux qui me disent le mot et ils prennent la carte. Donc là, ils sont en production orale. Donc en fait, on travaille à la fois les deux aspects du lexique, la compréhension orale et la production orale. Et puis, je fais des petits jeux autour de ça. Je fais des kims, j'enlève une carte, ils doivent trouver celle qui manque. Voilà, toutes ces interactions-là orales importantes pour fixer, mémoriser le lexique. C'est laquelle que j'ai enlevée, Manos? Quoi? Quelle carte j'ai enlevée? Bouche. Bravo, Alona. On recommence, on ferme les yeux. Tu triches un petit peu, regarde. Mais pas que oral, je trouve. Il y a une diversité d'approches et d'entrées assez impressionnante. Il y a une intention sur cette diversité? Ah ben oui, évidemment. En fait, on peut pas que s'appuyer sur l'oral. Évidemment, c'est la priorité, l'oral. C'est la base. Mais pour que le lexique soit fixé, il faut aussi travailler l'écrit. Donc en fait, je jongle toujours entre ces deux aspects-là, oral et écrit. Et une fois qu'on a fait tous ces jeux-là, qu'on a rebrassé à l'oral tout ce vocabulaire-là, on passe à l'écrit. Donc je leur écris sur des petites étiquettes tous les mots qu'on a utilisés. Et ils doivent les retrouver sur une affiche qui représente le visage. Et ils doivent recoller un petit peu les bonnes parties au bon endroit. Et j'utilise aussi beaucoup, évidemment, les 3 graphies de la langue française, la capitale d'imprimerie, script et cursif, qu'ils rencontrent au quotidien et dans leur classe et partout, en fait. En France, en fait, on jongle toujours sur ces 3 graphies-là, ce qui n'est pas évident parce que quand on regarde la langue d'origine de mes élèves, c'est le dari et l'ukrainien. C'est l'alphabet cyrillique. Il s'écrit d'une certaine façon et voilà. Donc ça, c'est un travail aussi que je fais au quotidien pour qu'ils s'habituent à ces 3 graphies-là. Et effectivement, l'écrit accompagne toujours l'oral en fait. Tu choisis d'utiliser un album. On retourne à sa place et on va colorier notre monstre. Avec quoi on va colorier? Comment ça s'appelle ça? Des crayons de couleur. Attention. On ne va pas le colorier comme dans le livre. Moi, j'ai mis d'autres couleurs. Tu nous le présentes et tu nous dis pourquoi tu fais ce choix-là. Alors cet album, c'est Va-t'en, grand monstre vert de Ed Emberley. Et c'est un album qu'on utilise, que j'avais déjà utilisé auparavant, mais en anglais. En version anglaise pour ma classe ordinaire à l'époque, pour apprendre le vocabulaire du visage, mais en anglais. Et donc, c'est vraiment un album qu'on utilise beaucoup. Je sais que mes collègues en maternelle l'utilisent beaucoup. Travailler ce lexique-là autour du visage. Et c'est un album qui est un peu sous forme de pop-up.
Il y a d'abord les yeux, puis le nez, puis la bouche. Et en fait, à la fin, voilà, le monstre se forme. Et ça plaît bien aux enfants, évidemment. Et puis, le texte est simple. On reprend aussi les couleurs. Donc, ça permet de réinvestir aussi tout un tas de vocabulaire déjà connu des enfants. Donc, c'est assez rassurant comme album. Parce qu'il est rigolo, il est coloré. Puis ce côté pop-up là, ça plaît beaucoup aux enfants. Une autre approche aussi, qui est celle du corps. Oui. En fait, c'est aussi important de travailler. Oui, quand on travaille le lexique du corps, il faut aussi, se regarder et puis travailler. Alors, ce qui fonctionne bien avec ces enfants-là, ces élèves, c'est les petites chansons. À gestes, ça marche plutôt bien et elles sont souvent très enthousiastes à l'idée de danser et le vocabulaire est réinvesti et bien réinvesti. Quand on le chante, en fait, ça marche bien en général. Attends, on n'a pas commencé? Attention. Épaule, genou. Et la chanson que tu utilises? Alors la chanson, c'est une chanson qu'on utilise beaucoup quand on travaille l'anglais avec les élèves. C'est tête, épaule, genou, pied. Et donc qui permet de danser en même temps que de chanter et de montrer les parties du corps et du visage. C'est une chanson qui plaît bien, qui est assez connue des élèves de classe ordinaire et qui plaît en général très bien aux enfants aussi allophones. Qui permet d'être assez dynamique. Voilà, et de exactement. bouger. Donc je le fais en fin de séance en général, comme ça ils sont contents. Attention. Tête, un pied, choupe de pied, tête, J'ai deux yeux, c'est quoi ça? Deux oreilles, une bouche, un nez, tête, épaule, genou, pied. Bravo. Tu nous décris quelque chose dont tu es particulièrement fière dans ta pratique de prof itinérante. J'appuie là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment une manière de faire son métier qui est tellement différente. Donc c'est quoi ta fierté? Ma fierté, c'est parce que ça fait maintenant 4 ans que je travaille sur ce poste-là en itinérance. Et la fierté, c'est le rapport aux familles, qui n'est pas évident quand on débute. Parce que on n'ose pas, parce qu'il y a cette fameuse barrière de la langue qui nous empêche. Et en fait, quand on a dépassé ça et qu'on investit un peu plus le rapport aux familles, et on ouvre un petit peu plus la porte de l'école à ces familles-là, je trouve que c'est vraiment important dans la réussite des enfants. Une famille investie, ça va compter vraiment dans la réussite des élèves, quoi. Ça leur permet vraiment de progresser davantage. Quand à la maison, les familles sont là et demandent « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris? Montre-moi » Et tout ça, c'est un travail que je fais dès le début, en amont. Quand je rencontre les enfants et la famille, je fais ce qui s'appelle une cellule d'accueil où ils me racontent un petit peu le parcours de leur enfance, s'ils ont été scolarisés ou non, dans quelle langue, est-ce qu'ils avaient des difficultés par exemple à l'école, etc. Et c'est là que je leur dis, vous savez, vous avez un rôle important
Et c'est important que vous investissiez la scolarité aussi de votre enfant en France. Alors souvent, ils me disent « oui, mais nous, on ne parle pas français ». Ils vont parler beaucoup plus vite que nous la langue. Comment on va faire pour les aider? Ils vont être beaucoup plus forts, performants que nous. Et je dis « non, mais vous inquiétez pas ». Et souvent, ils apprennent en même temps, en fait. Et ils révisent aussi le lexique, donc c'est assez rigolo. Et en fait, ils les aident et parfois même, je leur dis mais passez par votre langue, c'est au contraire, c'est une richesse. C'est une maman qui m'a dit récemment, une maman brésilienne qui m'a dit mais j'avais commencé à apprendre à lire à ma fille en portugais, mais est-ce que je dois continuer ou j'arrête tout? J'ai dit non, surtout pas, continuez, c'est hyper important. En fait, c'est une façon aussi de valoriser leur langue. C'est pas parce que leurs enfants sont inscrits à l'école française qu'il faut nier complètement la langue maternelle. Au contraire, il faut la valoriser. Et ça, ils le comprennent dès le début, en fait. Enfin, en tout cas, je fais en sorte qu'ils le comprennent dès le début. Surtout que ce qu'on attend des parents, c'est non pas d'être des répétiteurs des compétences qui sont les nôtres, mais bien d'accompagner leurs enfants. Est-ce que tu as fait ton boulot? Est-ce que c'est difficile pour toi? Enfin, d'avoir une relation de parent vis-à-vis de l'apprentissage, mais pas d'être un deuxième enseignant, finalement. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est s'intéresser à ce qu'ils vivent à l'école. Manos, lève le bras. Lève ton bras. Lève ton bras. Il est où ton bras? Lève le bras. Très bien. J'imagine ces enfants arrivant avec des parcours et des histoires très différentes dans une classe où on parle pas sa langue. C'est un vrai défi. J'imagine qu'il y a des profils d'enfants très très différents. Mais finalement, qu'est-ce qui reste comme compétences? Enfin, est-ce que c'est plus constructeur de compétences que de souffrances? Oh, mais j'espère bien que c'est beaucoup plus constructeur. C'est vrai qu'au début, les premières semaines, c'est difficile. Hein. Imaginez-vous dans une classe en langue étrangère, beaucoup se plaignent de maux de tête. Ils sont très fatigués. Les premiers jours, c'est assez compliqué, mais très très vite, ils investissent la langue. D'abord, ce qu'on dit, c'est que les enfants sont des éponges, mais c'est vrai. Enfin, vraiment, très très vite, ils progressent. Et le fait de les valoriser aussi continuellement. Enfin, j'essaye tout le temps de valoriser à chaque fois. Et ça les construit, quoi. Donc oui, j'espère bien que ça les construit. Mais c'est vrai que selon les parcours, il m'est arrivé d'avoir des élèves qui n'investissent pas la langue. Il leur faut plus de temps. Ça, c'est compliqué. Ça arrive. C'est rare, mais ça peut arriver. Selon les parcours. Tes élèves, là, sur le lexique du visage, qu'est-ce qui te surprend? Quelle stratégie elles utilisent pour retenir tous ces mots? Eh ben, j'aimerais bien le savoir, ce qui se passe dans leur tête. Non, je pense qu'elles s'appuient un petit peu sur l'affichage que j'ai mis en place. Elles s'appuient entre elles aussi. Alona, l'élève ukrainienne, elle est en France depuis un peu plus longtemps que les autres, donc elle a déjà un peu plus de vocabulaire. Donc, elle est moteur aussi dans ce petit groupe-là. Donc, elles s'appuient sur les unes les autres. Elles s'appuient sur les outils que je leur donne. Et puis, elles investissent les jeux que je leur propose, en fait. Ça, c'est quoi? Mais je t'écoute. Feuille. Non, Cheveux. Tu prends la carte? Comment tu t'assures, comment tu accompagnes l'élève et l'enseignant ou l'enseignante de la classe ordinaire pour que tout ce travail que tu fais avec elle soit réinvesti? Tous les outils, moi, que je mets à disposition sont aussi à disposition de l'enseignant. Donc, ils peuvent utiliser les mêmes outils que moi. Sur l'apprentissage de la lecture, par exemple,
j'utilise beaucoup les gestes Borel-Mezoni. Donc, je signe en quelque sorte tous les sons de lecture et j'encourage mes collègues à le faire également parce que c'est une manière d'aborder la lecture. C'est plus facile pour les allophones, en fait, qui parfois n'entendent pas les sons. Parce qu'il y a une espèce de crible phonologique. Et je sais que, par exemple, mes petites élèves afghanes, le son O, U, E, OU, pour elles, c'est pareil. Donc, si on ne signe pas tous ces sons-là différents, elles ne voient pas la différence. Elles le verront plus tard, mais pour le moment, c'est compliqué. Donc, en fait, j'encourage vraiment mes collègues à utiliser ces outils-là, ces façons de travailler la lecture et puis à l'écrit aussi, adapter les supports, adapter les outils qu'ils mettent en place quand c'est possible. Qu'est-ce que tu dirais à un collègue ou une collègue qui accueille pour la première fois de sa vie un élève allophone et qui, du coup, se sent un peu perdu? Tu lui dirais quoi? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je lui dis ça en premier. Et puis je lui dis, surtout, ne culpabilise pas. Parce qu'en fait, c'est ça, le souci premier des collègues, c'est qu'elles ont le sentiment qu'en fait, elles n'ont pas assez de temps à accorder à ces élèves-là, qu'elles ont déjà beaucoup d'élèves dans leur classe. Et c'est vrai, avec chaque spécificité d'élève, chaque difficulté, enfin, voilà, une classe, on sait, c'est une classe, c'est fait de beaucoup de profils différents d'élèves. Et donc, un élève allophone arrive et elle culpabilise parce qu'elles n'ont pas le temps, parce que elles ont le sentiment de ne pas bien faire. Voilà, donc je les rassure et je leur dis que quoi qu'il arrive, un élève allophone dans une classe, même si elle ne parle pas avec lui en continu, va prendre des pères, des enfants à côté, des rituels qu'elle met en place et que tout ça, ça va faire une espèce de recette que lui va pouvoir réinvestir ensuite. Mais souvent, je les rassure et puis après, je leur donne évidemment des outils pour qu'elles s'en servent et que ça se passe le mieux possible. Non, à jeudi, Roya. Au revoir, Roya. En tout cas, merci beaucoup, Marion, pour ton accueil. Merci à vous. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.